Jean-Jacques Pauvert, écrivain, éditeur de Sade, biographe de Sade. Quel type de rapport vous entretenez avec l'histoire ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites aujourd'hui ? On vit dans un régime assez libre, hein, il faut pas... Moi, j'apprécie beaucoup, en tant qu'éditeur, le fait qu'on puisse publier aujourd'hui des livres qu'on ne pouvait pas publier il y a 20 ans. Hein, c'est vrai. Mais on constate qu'il y a toujours des tabous. Et aujourd'hui, le tabou, le grand tabou, bon, en dehors des histoires du genre Rushdie, les intégrismes, il y a tout de même un consensus général très, très curieux sur des points d'histoire. Il faut pas perdre de vue que la France s'est fabriqué un régime de loi qui permet à n'importe quel gouvernement d'interdire n'importe quel livre. Et que ces lois, oui, à partir de l'été 39, les pouvoirs successifs de toutes les tendances ont considéré qu'il fallait renforcer ce genre de loi. Ce qui est instructif, c'est que aucun gouvernement, sauf un, en 1967, Georges Pompidou personnellement a décidé que tout de même les éditeurs étaient trop brimés, et il est le seul homme d'État. Ça, je le dis toujours parce qu'il faut... Agrégé de lettres, tout de même. Hein. Oui, mais enfin, il y a eu d'autres agrégés de lettres. Hein. On a eu au gouvernement des gens qui... Moi, je défends beaucoup son anthologie de la poésie française, que je trouve très belle. Oui, c'est bien fait. Mais surtout, en 1967, il a changé certaines dispositions de la loi. Avant, il avait pris soin de rencontrer des éditeurs. Il y a eu un dîner organisé chez Christian Bourgois, et nous étions là, Christian et moi, avec Georges Pompidou, qui nous a dit: mais vous savez, tout ce qui se passe en ce moment, tout ça, ça battait son plein, hein, les histoires de condamnation, on approchait de 68, ça bardait un petit peu. Il a dit: mais je vais libérer complètement l'édition. Et moi, je lui ai dit: vous n'y arriverez pas. Il m'a dit: mais nous sommes au pouvoir, j'ai un parti puissant. Et je lui ai dit: mais c'est votre parti qui va vous rentrer dedans au moins autant que les autres. Et quand il a présenté son projet de loi, il était quand même Premier ministre à l'époque, c'est fait rentrer dedans absolument par tout le monde. Et il a quand même réussi à faire passer des dispositions de loi. Ce qui a donné... Ça a été très intéressant parce que 2 jours après, dans Le Monde, il y a eu un grand article de Marie-France Pizier pour expliquer qu'en tant que personne de gauche, elle constatait que le gouvernement de droite venait de renforcer les lois sur la censure, ce qui était une fausseté épouvantable. Mais ça, c'était la gauche. Et eux, finalement, ils ne tenaient pas. Qu'on libéralise. D'ailleurs, depuis, on n'a jamais vu Badinter ou Mitterrand proposer des améliorations. Ils ont besoin de ces lois-là. Qu'ils soient de droite ou de gauche, ni Giscard d'Estaing, ni Chirac, ni personne n'a touché aux lois. Il y a eu que Pompidou, il faut le dire. Mais justement, les lois sur la censure, les gens au pouvoir ont l'air de penser qu'elles ne sont jamais assez fortes. Il y a eu, il y a quelque temps, une proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée unanime. Les communistes, naturellement, ils sont toujours pour les interdictions. Méfions-nous de l'unanimité. Hein, le Front National, les PR, les socialistes, tout le monde. Bien sûr. Ils ont voté ça à l'unanimité. Je ne sais pas si c'est passé au journal officiel. C'est tout de même quelque chose de très grave parce que c'est une loi qui prévoit qu'on ne peut pas parler de certaines choses. C'est-à-dire, très précisément, c'est une loi qui est faite pour l'histoire des chambres à gaz. Bon, on peut avoir un avis ou un autre sur l'histoire des chambres à gaz, mais décider qu'on n'aura pas le droit d'en parler, c'est-à-dire que ça ne peut pas être ni un sujet d'étude, ni un sujet de discussion, qu'on ne peut pas publier un livre ou un article en disant moi j'ai pas d'avis mais je m'interroge, quels sont les éléments, c'est très très grave et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une loi qui existe en Allemagne, hein, qui fonctionne déjà. Ah mais vous savez, il faut bien se dire une chose, c'est que la France, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est tout de même le seul pays au monde, je dis bien le seul au monde, hein, qui a eu cette tolérance extraordinaire, souvent juridique, mais en tout cas dans les faits, pour la liberté d'expression. C'est le seul. Hein. Bon, les pays anglo-saxons, on n'en parle pas. Ce sont des pays où les libraires allaient au bagne encore dans les années 50. Hein. Mais est-ce que vous auriez publié Forisson, vous, par exemple, enfin, la thèse sur les chambres à gaz ? J'ai publié Forisson. Alors... Seulement, j'ai publié Forisson quand il n'était pas encore Forisson, à l'époque où il a écrit cette thèse très, très passionnante, très intéressante, qu'on a appelé l'affaire Rimbaud, qui s'intitulait « A-t-on lu Rimbaud ?», qui était une lecture de Rimbaud. Forisson est quelqu'un de très intelligent, de très intéressant, et sa lecture de Rimbaud, ça a provoqué des discussions tout à fait passionnantes et passionnées. Breton l'a approuvé, etc., etc. Après, il m'a apporté un livre sur Gérard de Nerval qui était moins fracassant parce que ça apportait moins de révélations. Mais la méthode Forisson est extrêmement intéressante.
L'ennui avec l'histoire des chambres à gaz, c'est quand il est venu me parler des chambres à gaz, j'ai trouvé ça historiquement très intéressant. Quelqu'un qui arrive et qui vous dit, vous comprenez, il n'y a jamais eu de chambre à gaz dans les camps de concentration. Et expliquez-vous, que se passe-t-il? Quels sont... Alors, il m'a sorti là-dessus une quantité de documents, dont certains étaient extrêmement intéressants, des thèses américaines. Les Américains sont très lancés là-dessus. L'ennui, c'est que tous les documents, toutes les thèses proprement historiques étaient noyés dans des thèmes racistes. Idéologique. Complètement idéologique. Tout ça, c'était pour dire que les Juifs... Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous m'apportez un document qui est une étude historique, où on dit, voilà, on constate ça, on ne constate pas ça, nous pensons que c'est ce qui s'est passé, je vous le publie tout de suite. Mais vous essayez de m'expliquer que ce sont les Juifs qui ont fait le malheur de l'humanité depuis 2000 ans, je ne vous suis pas du tout. Mais vous vous intéressez aux thèses historiques un peu, disons, un peu, j'allais dire délirantes, mais je sais pas, moi, par exemple, Louis XVII... c'est toujours très... Louis XVII, c'est pas très passionnant parce que là, on n'a vraiment aucun document. Puis c'est pas tellement révolutionnaire de s'apercevoir que quelqu'un aurait vécu alors qu'on le croit mort, etc. Alors qu'on le croit mort. Hein. Maintenant, on a à peu près la preuve qu'Anastasia était vraiment cette personne qu'on appelait Anastasia, qui a été jouée au cinéma par Ingrid Bergman. On a pratiquement la preuve que c'était vraiment la grande duchesse Anastasia. Vous savez, on a trouvé des documents récemment sur la fin de la famille impériale. Il y a aussi une histoire sur Jeanne d'Arc. C'est pas très passionnant. L'histoire Jeanne d'Arc est beaucoup plus intéressante. Moi, j'ai publié un livre sur Jeanne d'Arc. Vous savez qu'il y a une thèse sur Jeanne d'Arc qui court depuis à peu près 150 ans, qui démontre à peu près que Jeanne d'Arc n'a pas fini à Rouen sur un bûcher. Il y a une femme qui arrive à Orléans 2 ans ou 3 ans après plusieurs années après le siège d'Orléans et après son exécution à Rouen, et tout le monde la reconnaît, on lui offre un banquet, on lui donne de l'argent, on est très content de la voir, etc. Il y a l'histoire du mariage de cette Jeanne des Armoises qu'on retrouve dans un château avec des fleurs de lys. On l'autorise à mettre des fleurs de lys. Qu'on dit de l'origine de Jeanne d'Arc, qui semble à peu près prouvée, c'est que c'était pas du tout une bergère, c'est qu'elle était de sang royal et qu'on l'avait mise en pension à Don Rémy. Ça va contre les idées reçues, je trouve que c'est toujours bien de remuer les choses. Jean-Jacques Pauvert, vous écrivez actuellement donc une histoire de l'amour, vous faites une biographie de Sade qui vous demande de longues recherches à la Bibliothèque nationale, vous êtes historien des mœurs, oui partout, et vous avez l'air de nous dire qu'il n'y a pas une vérité historique tangible. Mais si, mais justement, il faut la chercher. Quelquefois on la trouve. Par exemple, l'appartenance de Sade à la Révolution, c'est un fait historique. J'ai maintenant des documents, des preuves, mais il ne faut pas rester sur des idées reçues. Puis surtout, il faut, je pense, toujours essayer d'introduire dans les recherches historiques ce qui n'y est pas. Par exemple, des thèmes des conversations que j'ai de temps en temps avec Georges Duby, c'est que, en fin de compte, justement, le sentiment amoureux, pratiquement, on ne sait pas du tout historiquement comment ça a été vécu. C'est pour ça. J'ai entrepris cette histoire de l'amour qui sera beaucoup moins gigantesque. Il faut se rassurer que mon sage. Je voulais faire 3 volumes, j'en ferai un seul, mais il sera probablement gros. Mais c'est quand même tout à fait étonnant. Puisqu'on parle de Duby, il m'en a parlé lui-même et il était très... Ça le soucie un peu. D'ailleurs, il a quand même dirigé une histoire de la vie privée où pratiquement, il n'est pas question du sentiment amoureux, mais il m'a dit, mais c'est parce que je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. Quand il a lu mon anthologie, il m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses dedans. Parce qu'il y a aussi cette séparation entre l'histoire historienne des faits, des mentalités, de tout ce que vous voulez, et l'histoire littéraire. Alors tout de même, si les lectures ne comptent pas ni dans la vie privée, ni dans l'histoire des mentalités, c'est regrettable. Mais les professeurs d'histoire et les professeurs d'histoire de la littérature, jusqu'à présent, ne communiquaient pas. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étudiaient à une époque sans pratiquement savoir ce qu'on lisait à cette époque. On a l'impression qu'il y a des vérités qui existent à une certaine époque, qu'elles disparaissent, et qu'il y a d'autres vérités qui viennent. Enfin, à vous entendre, on croirait que pour l'amour, c'est la même chose. Enfin, le sentiment amoureux n'est pas quelque chose de complètement comme ça, universalisable dans l'histoire. Pas du tout. C'est non seulement, je pense que ça n'est pas universalisable, mais également, historiquement, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a une crise dans la théorie de l'évolution darwinienne. Et je pense, moi, que cette crise vient justement de ce que, par rapport à l'histoire des mentalités, on s'aperçoit que la théorie de l'évolution a entraîné une théorie de l'évolution humaine,
et que ça ne colle pas, justement, avec ce genre de choses. Vous ne pouvez pas être darwinien, partisan de la thèse de l'évolution perpétuelle, et penser, par exemple, que le sentiment amoureux est quelque chose d'absolu, d'intangible. Il aurait toujours existé à partir de quand, puisque l'homme n'a pas toujours existé. Vous pouvez nous donner par exemple un exemple qui prouverait qu'effectivement le sentiment amoureux est différent d'un siècle à l'autre, puisque vous écrivez par exemple c'est justement cette histoire de l'amour. Est-ce qu'on n'était pas amoureux de la même manière au fond sous Guillaume IX d'Aquitaine et sous l'époque de Jean-Jacques Pauvert, enfin Il y avait certainement des... Vous savez, vous me posez une question à laquelle personne n'a jamais répondu. Et je ne prétends pas, moi, y répondre. On va encore revenir à Duby, parce que c'est un thème de conversation que j'ai très souvent avec lui. Mais vous parlez de l'époque de Guillaume IX d'Aquitaine. On est en plein dans l'époque Duby. Duby, c'est le Moyen-Âge. Guillaume IX d'Aquitaine, c'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup étudié. Les traces qu'on a de tout ça, les traces de sentiments, sont des traces littéraires. Et déjà, au départ, vous vous heurtez à une énorme difficulté. C'est une question essentielle. Dans quelle mesure la littérature reflète-t-elle les sentiments ? Par exemple, dans quelle mesure la princesse de Clèves reflète-t-elle une façon d'aimer plus ou moins courante au XVIIe siècle ? Personne n'en sait rien. Et quand on arrive au Moyen-Âge, par exemple, et à la littérature des troubadours, qui est quelque chose de passionnant parce qu'on commence seulement à la découvrir. Vous savez que, par exemple, on publie seulement depuis 5 ou 6 ans le texte intégral de la littérature troubadouresque. oui, parce qu'il a été censuré, tout simplement. Complètement, parce que les troubadours étaient des gens qui écrivaient pratiquement tous 2 sortes de textes que nous considérons comme opposés et que manifestement eux considéraient comme complètement complémentaires. C'est-à-dire cette fameuse littérature qui est passée dans la légende où la femme est un personnage idéalisé et une littérature d'une obscénité épouvantable. Guillaume IX d'Aquitaine, c'est ça. Oui, il y a des points de suspension dans l'œuvre de Guillaume IX d'Aquitaine. Dans l'édition de Rose des poèmes de Guillaume IX d'Aquitaine, jusqu'à l'année dernière pratiquement, vous aviez des lignes de points de suspension. Donc moi je me disais, quand je lisais ça, et tout le monde se disait... On a perdu les textes. On a perdu les textes. Bon, moi j'ai été chercher les textes, on les connaît maintenant, et on commence à les publier. Et ils sont très obscènes. Ah, mais ils sont d'une brutalité, d'une sauvagerie pornographique extraordinaire, et c'est le même. Pour ce qu'on peut savoir, c'est le même. Mais est-ce qu'on ne peut pas renverser la problématique et dire au fond, parce que... On peut essayer. Évidemment... on n'aime pas comme dans les romans, c'est pas pareil, mais est-ce qu'au fond, l'amour ne serait pas une façon pour l'être humain de faire du roman, enfin de fabriquer quelque part du roman, de fictionner enfin dans sa vie, d'introduire de la fiction dans sa vie, voilà. Oui, mais bien sûr. Vous savez, c'est la formule d'Oscar Wilde, selon laquelle la vie imite l'art. Voilà, tout à fait. Et on peut penser qu'à partir du moment où il y a une littérature, qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite, les gens se conditionnent par rapport à cette littérature et donc que l'évolution du sentiment est faite, si vous voulez, par l'imaginaire. Bon, on a un exemple très précis. À l'époque romantique, c'est-à-dire la pleine époque romantique, le moment où le romantisme vraiment pénètre dans les mœurs, c'est-à-dire vers 1840, il y a un historien littéraire qui s'appelle Maigron, qui a fait un travail tout à fait fabuleux. Il a recueilli non pas des textes littéraires, mais des lettres, qui montrent très clairement qu'après avoir lu George Sand, après avoir lu Musset, après avoir lu des gens comme ça, Alexandre Dumas, le théâtre d'Alexandre Dumas, beaucoup Antony et tout ça, que les gens se sont mis à se conduire dans la vie comme des héros de George Sand. C'est-à-dire qu'ils s'écrivent des lettres qui ont l'air tirées de l'Iliade, mais avec des conséquences pratiques. C'est-à-dire qu'ils se suicident comme dans les romans de George Sand, ils ont des drames passionnels comme dans le théâtre d'Alexandre Dumas. Alors, est-ce que Dumas et George Sand ont écrit ça parce que en tant qu'artistes et êtres sensibles, ils ont pris l'air du temps et ils l'ont transcrit, ou est-ce que c'était des êtres exceptionnels qui ont créé quelque chose Moi, j'aurais tendance à penser qu'ils ont plutôt suivi que précédé. Bon, mais j'en sais rien. Puis on peut très bien avoir la thèse opposée. C'est pour ça que c'est très difficile de faire l'histoire. Oui. Vous fréquentez beaucoup les historiens, Jean-Jacques Pauvert, Georges Duby, bien sûr, mais aussi, par exemple, Jean Bottero. L'homme qui dit nous autres Babyloniens. Oui, bien sûr. Vous êtes aussi babylonien vous-même. Jean Bottero est quelqu'un de tout à fait passionnant et c'est un très très grand historien. Et c'est ce que j'appelle moi un véritable historien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui à la fois étudie les faits d'une façon très concrète, mais qui ne refuse pas l'hypothèse irrationnelle. Jean Bottero, en tant que
babylonien que mésopotamien, donc a eu à s'intéresser à un phénomène historique encore à l'heure actuelle complètement inexpliqué, d'une importance primordiale, qui est la naissance du monothéisme. Comment est-ce que tout d'un coup naît le monothéisme il y a à peu près 3000 ans, disons de 2800 ans, 3000 ans. Et alors ce qui est très intéressant chez Jean Bottero, c'est qu'il vous dit, voilà, moi en tant qu'historien, je constate des faits bruts, c'est-à-dire que le monothéisme naît dans une tribu chez les Israélites, c'est-à-dire à l'époque une tribu de demi-singes, des nomades qui bouffeurs de viande crue, qui fauchent les poulets à la frontière de l'Empire babylonien. Bon. Pourquoi, comment est-ce que ça naît ? Ça naît d'une manière inexplicable. Mais comment est-ce que ça va conquérir finalement pratiquement 80% de la civilisation ? C'est une réalité. Vous n'avez pas l'impression que la lecture historienne soit une lecture réductrice ? Non, pas du tout, justement. Quand c'est une lecture comme celle de Bottero, dans la mesure où justement la lecture historienne ne refuse pas leur importance à ce qu'on appelle, à mon avis à tort, j'aime pas beaucoup le mot, mais l'irrationnel, et en tout cas la spiritualité qui fait partie des réalités. Par exemple, l'énorme question historique qui est la principale, c'est d'où viennent les hommes ? Et puis d'où vient le langage ? Ça va avec, hein ? Oui. Mais là, justement, l'étude des faits et des éléments concrets est très, très passionnante. On commence maintenant, ça ce sont les bienfaits de ce qu'on appelle la pluridisciplinarité, mais l'étude médicale, l'étude biologique, justement de la paléo-anthropologie, fait que maintenant on commence à pouvoir dire le langage articulé est né à peu près à tel moment. Parce qu'on arrive à reconstituer, d'après des bouts de crâne, on pense reconstituer la structure, une structure du palais qui permettrait ou qui ne permettrait pas de parler. Ça, c'est très passionnant. Et on s'aperçoit que ce serait relativement récent. Peut-être 100 000 ans. On ne sait pas très bien. Mais là, on a besoin de toutes les sciences pour y arriver. Vous parlez de tous ces trous, au fond, que les historiens laissent en suspens, de discours, enfin la naissance de l'amour, par exemple, ou le sentiment amoureux, la spiritualité, votre rapport à la spiritualité, Jean-Jacques Pauvert. Vous êtes un homme religieux ou pas ? Ou est-ce que vous êtes aussi radicalement athée que Sade, sous lequel moi, vous êtes j'aurais tendance à être assez radicalement athée, mais je n'ai pas ce refus total. On ne peut pas être... C'est très difficile d'être comme André Breton, pour qui j'ai une énorme admiration. Que vous avez bien connu. Que j'ai bien connu. Et édité. Et édité et beaucoup aimé. Je peux dire que c'est un des hommes qui m'ont le plus passionné, mais qui avait une position très difficile, parce qu'on peut difficilement avoir finalement ce qu'on peut appeler le souci d'une certaine spiritualité et le refus total de tout ce qui peut ressembler à une religion. Les religions, faut être méfiant, mais c'est très difficile de nier totalement le phénomène religieux et d'être autant préoccupé de spiritualité. C'est pas commode. Vous sortez d'une famille chrétienne ? Mon père était d'une famille protestante. Donc un lecteur de la Bible, quoi. Oui, vous avez été à l'école alsacienne, bien sûr. J'ai été à l'école alsacienne pendant 3 mois, grâce à mon grand-père qui était professeur. Mais je n'ai pas été touché du tout, pratiquement par aucune éducation religieuse. Vous avez lu la Bible ou pas, finalement ? J'ai lu la Bible, vous pensez, parce qu'il faut tout lire, et que la Bible, c'est tout de même un grand best-seller. Oui, moi, je l'ai lu par intérêt, et j'ai un grand projet, d'ailleurs, avec Jean Bottero, mais je ne sais pas s'il aura le temps de le faire. Ce serait une édition de la Bible comme on ne l'a jamais faite, c'est-à-dire restituée dans sa chronologie historique. C'est très Parce que les livres sont un peu mélangés, effectivement. Oui, c'est très mélangé. Il faut se rendre compte que... Alors ça, c'est le fait historique qui vient au travers. Bon, on peut très bien considérer la Bible comme des livres sacrés, mais il faut bien se dire que ce qu'on en connaît, c'est fragmentaire, c'est pas très bien établi parce qu'on manque de textes originaux, et que dans le fond, la spiritualité traverse des textes douteux. Très souvent, c'est pas facile de se retrouver là-dedans. Il y aurait donc intérêt à faire une édition vraiment critique de la Bible. Si j'ai le temps, je ferai ça. Mais c'est surtout Jean Bottero qui a pas le temps. Mais la spiritualité, oui, passe par là. La religion aussi. C'est très difficile de lire la Bible, de s'en pénétrer, de vivre avec la Bible, si on n'a pas plus ou moins une croyance dans les grands thèmes.
de la religion. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le grand thème de la religion? C'est en fait que la vie que nous vivons n'est pas la seule. C'est ça. Le grand problème religieux, c'est ça. On croit ou on ne croit pas. Alors, est-ce que l'historien de l'amour que vous êtes s'intéresse à cette histoire d'amour qu'est la Bible, c'est-à-dire entre un homme et un Dieu, et puis, au fond, qu'est-ce que ça peut apporter aussi à l'historien de l'amour, la lecture du Cantique des Cantiques, par exemple? Ça, le Cantique des Cantiques, c'est un cas parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Il y a 2 lectures du Cantique des Cantiques et moi je n'ai pas encore choisi laquelle j'aurais. Il y a la lecture littérale et la lecture complètement spiritualiste qui explique que le Cantique des Cantiques, c'est une lecture codée. Oui. Qu'il faut avoir parce que quand on parle du sein fleuri c'est notre mère l'Église, l'héroïne, etc., bon. Il s'agit, soit de notre mère l'Église, soit de tout ce qu'on veut, ou la lecture complètement littérale qui fait qu'à ce moment-là, il faut essayer de savoir la vieille histoire dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que le sentiment amoureux qui se dégage littéralement de ça correspond à une manière de vivre l'amour à l'époque? Alors d'abord, il faudrait être sûr de l'époque. On n'est pas sûr de l'époque. Et ensuite, on est assez mal renseigné sur les populations qui pouvaient lire le Cantique des Cantiques. On ne sait pas s'ils le lisaient, on ne sait pas ce que ça exprime. Vous voyez les difficultés. C'est un livre érotique ou c'est un chant d'amour? Quand vous parlez de ça avec quelqu'un justement comme Jean Bottero, ce sont des questions moi je lui ai posées. C'est pas moi qui vais avoir les réponses. Il répond que c'est très difficile de le savoir parce qu'on n'a pas suffisamment de données historiques sur la mentalité de l'époque. Déjà, il faut bien se dire une chose, on parlait des troubadours tout à l'heure. Vous avez vu les difficultés qu'on a à essayer d'imaginer ce que peut être la mentalité occidentale à l'époque des troubadours. Mais ça se poursuit très longtemps. On commence à peine à avoir une idée historique des mentalités, moi je dirais à partir du XVe siècle. Et encore, il y a des trous énormes. C'est très difficile d'imaginer. Alors là, il faut se reporter à un autre historien qui est mort, mais qui a été vraiment, qui est, je crois, un des plus grands historiens français, c'est Lucien Febvre. Bien sûr, l'homme des Annales. L'homme des Annales, ça, Lucien Febvre, justement. Il a fait un Rabelais superbe. Et oui, le Rabelais, son livre sur l'Heptaméron, c'est extraordinaire parce que vous avez chaque fois une tentative de déchiffrage d'une mentalité, avec en même temps, il a l'art de vous faire sentir toutes les réserves qu'il a, et qu'on ne peut pas ne pas avoir, sur ses interprétations. La façon qu'il a justement d'expliquer qu'on ne peut pratiquement pas se mettre à la place d'un homme, et à plus forte raison d'un écrivain ou d'un lecteur du XVIe siècle, c'est prodigieux. Alors, quand on vous entend, Jean-Jacques Pauvert, on a l'impression qu'on a au moins 2 richesses extraordinaires en France, qui est d'une part l'école d'historique, évidemment avec des gens comme Lucien Febvre et les Annales, justement, et puis d'autre part, on a des écrivains de l'amour absolument extraordinaires. Il faut se rendre compte d'une chose que je n'explique pas. Encore une fois, c'est pas une espèce de proclamation, mais la France est pratiquement le seul pays au monde, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, qui est une littérature, ce que j'appelle une littérature amoureuse. Bon, et un vocabulaire amoureux. Alors, il y a une question de vocabulaire. La France est pratiquement, il faut toujours leur dire, le seul pays au monde qui se soit fabriqué un langage amoureux. Il y a l'Italie, un petit peu, pas beaucoup, pas tellement, à l'époque de la pré-Renaissance qui fabrique. Puis ça s'arrête, l'Italie après c'est terminé, c'est un désert, c'est un désert puritain, c'est abominable. Ce qui est intéressant, c'est que justement en France, on arrive à lier à la fois l'amour et le sexe, enfin. Oui. Et c'est quelque chose d'unique. On parle toujours des littératures orientales, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. L'un n'a pas à proprement parler de littérature amoureuse, elle a une littérature technique de l'amour. C'est-à-dire, voilà comment il faut faire l'amour. Par exemple, le Kama Sutra. La femme s'approche, elle monte comme ça, l'autre bouge sa jambe, il baisse la tête, etc. C'est pas vraiment une littérature amoureuse. Les Chinois commencent à avoir des romans érotiques au XVIIe siècle. Oui, il y a des belles choses sur la vie sexuelle en Chine. Il y a eu un livre... Ça n'a aucun rapport avec la tradition, une certaine tradition érotique grecque et romaine, qui est beaucoup plus ancienne. Ouais. Mais comment est-ce que ça se replace ?
Vous comprenez, moi j'ai pas de réponse, mais je n'ai pratiquement que des questions. C'est l'Occident, quoi, au fond. L'amour est une invention de L'amour en l'Occident. Grèce, par exemple. La Grèce, les Grecs, ça a quand même été une civilisation qui a duré longtemps. À l'heure actuelle, historiquement, on n'arrive pas à savoir, parce que tout ça est passé par une littérature et par une philosophie, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce que c'était que l'homosexualité grecque? On n'en sait pratiquement rien. Rien. L'amour à Rome, on en sait un petit peu plus, grâce à des gens comme Grimal. Mais qu'est-ce que c'est exactement dans la vie quotidienne? Il faut arriver à dépasser la littérature. Il faut dépasser Ovide, il faut dépasser Catulle pour essayer de savoir comment ça se passait pratiquement. Auteur qui a été et encore interdit, une fois, on tombe sur des auteurs censuré. dont on ne connaissait pas le texte intégral jusqu'à ces dernières années. La première édition intégrale de Catulle, je crois qu'elle date de 1988. Censuré pendant plus de 2000 ans. Oui. C'est Et oui, extraordinaire. parce que à la fois littérairement et historiquement, par exemple, moi, je me souviens d'avoir eu des conversations sur des thèmes comme ça avec des gens très respectables, très intelligents, très, très passionnants, qui étaient de très bons historiens. Mais quand on en venait au domaine amoureux, ils disaient, quand même, vous ne pensez pas que j'ai passé ma vie à étudier ça? C'était complètement tabou. Les historiens qui s'intéressaient, comme Flasserlière ou des gens comme ça, au côté sexuel de l'histoire grecque, étaient complètement mis au banc de l'université. On se disait, ah oui, c'est l'obsédé, lui, il veut savoir comment on faisait l'amour. C'était pas sérieux. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer aujourd'hui, alors? Oui, ça certainement. Là encore, il y a un tabou qui a disparu. Un verrou qui saute. Un verrou qui saute, puis on va se trouver certainement devant un autre verrou un jour.